Bonjour à tous, je suis Sandra Légier, P7 et membre du bureau du Club Savignac. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième webinaire consacré à la restauration commerciale et plus particulièrement à la question comment se réinventer pour préparer et réussir sa reprise d'activité. Nous avons décidé d'organiser ces webinaires en fait pour aider les professionnels anciens de Savignac dans cette période qui est difficile. Voilà, et on sait que vous faites preuve de beaucoup d'énergie, donc on a vraiment à cœur de vous aider, de contribuer à ça. On sait que la restauration est particulièrement touchée par la crise et vous allez le voir dans quelques instants avec une présentation de Bernard Boutboul du GIRA qui va nous parler justement des chiffres actuels. Et puis après, nous consacrerons tout le temps qui nous reste à échanger avec des professionnels anciens de Savignac et nous pourrons partager les actions qu'ils ont mises en place dans leur restaurant, dans leurs activités pour les pérenniser. Donc ça sera un partage d'expériences sur lequel nous pensons apprendre beaucoup. Enfin, nous en sommes sûrs même. Voilà. Petit élément technique, donc pensez bien à couper vos micros, à couper vos caméras si vous ne souhaitez pas être vu par les autres. Et puis également, surtout, pensez donc à pouvoir d'ores et déjà poser vos questions en utilisant le petit bouton qui s'appelle Converser. Voilà, et au fur et à mesure, je poserai les questions à nos intervenants. Et pour l'instant, place donc à Bernard Boutboul, président de GIRA, qui va nous parler donc des chiffres de la restauration. Merci Sandra, bonjour à tous et à toutes. Alors, les chiffres de la restauration sont évidemment pas, sont plutôt dramatiques, on va dire, en cette période de fermeture des restaurants. Je m'explique. Nous partons chez GIRA du principe qu'on devrait réouvrir entre le 2 et le 15 juin, c'est ce qu'on dit depuis un certain nombre de jours. Je pense que ça sera dans cette zone-là que le gouvernement nous autorisera à réouvrir, ce qui veut dire qu'on va avoir 3 mois de fermeture, à peu près. 3 mois de fermeture, et si je prends uniquement la restauration commerciale, c'est 1 milliard de repas qui n'auront pas été consommés dans la restauration commerciale. Je dis bien qu'ils n'auront pas été consommés dans la restauration commerciale, ce qui représente un volume d'affaires de 13 milliards d'euros. C'est juste colossal. Et on ne parle pas souvent de ce que représentent les 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est juste également 4,5 milliards d'achats de matières premières. Les fournisseurs sont également extrêmement impactés. Alors, quelques pays vont réouvrir avant nous leur restauration entre le 4 et le 15 mai. L'Autriche réouvre le 15, le Portugal réouvre le 18 mai, et l'Italie, qui a été très touchée effectivement juste avant nous, réouvre ses restaurants le 1er juin. Nous, on les réouvrera très certainement en dernier, à part peut-être les États-Unis. La restauration a une particularité qui est que ce que je disais tout à l'heure, ce milliard d'euros de chiffre d'affaires est uniquement dans la restauration commerciale, parce que je ne rajoute pas la restauration collective, je ne rajoute pas la restauration hôtelière, bref, ce chiffre d'affaires non effectué, des couverts non servis, et qui ne le seront plus, contrairement à d'autres secteurs qui peuvent se reporter. La restauration est un secteur qui ne se reporte pas, vous le savez bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que du lobby a été fait auprès du gouvernement il n'y a pas plus tard qu'une dizaine de jours, pour passer du report de charges à l'annulation de charges. Et ça, on pourrait dire merci au gouvernement, parce que je pense qu'on est le seul secteur à avoir cette, entre guillemets, cette faveur. Alors, je reviens sur mes chiffres. Si je reste sur la restauration commerciale, il faut savoir que pourquoi c'est dramatique, c'est parce que vous avez 186 000 établissements de restauration commerciale en France qui se répartissent comme ça, 145 000 qui font du service à table et 41 000 qui font de la vente au comptoir, de la restauration rapide si vous préférez. Mais ces 186 000 établissements sont à 93% détenus par un couple qui a un salarié ou pas.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 93% du parc, ce sont des TPE ou si je vais plus loin, des petites TPE. C'est vraiment des petites entreprises. Et les autorités qui nous ont demandé notre estimation et ce qu'on pensait des dégâts post-fermeture des restaurants, je répète, de 3 mois, si on arrondit les chiffres, nous avons évalué ça à 25% du parc. Un restaurant sur 4 ne s'en sortira pas. Un restaurant sur 4 ne réouvrira pas ou réouvrira pour malheureusement déposer son bilan dans les semaines ou les mois qui vont suivre sa réouverture. Pourquoi? Parce que on a affaire à des tailles d'entreprises et à des entrepreneurs de petite taille qui n'ont pas les reins assez solides, qui n'ont pas assez de trésorerie, qui ne sont pas aidés pour se réinventer. Bref, malheureusement, on va avoir une hécatombe d'entreprises de restauration qui va avoir pour conséquence, et on a évalué, entre 80 et 90 000 chômeurs, et c'est une hypothèse basse, parce que malheureusement, j'ai bien peur qu'on soit beaucoup plus haut que ça en termes de conséquences sur le chômage au niveau des défaillances du secteur de la restauration. Et je vous rappelle, je suis juste dans la restauration commerciale. Hein, il y a d'autres secteurs, la restauration hôtelière, la restauration collective, je parle des petites entreprises, etc. Bref, il y a 75%, Dieu merci, qui va s'en sortir, mais ils ont besoin d'aide. Alors, partout où ils se tournent, ou qui pourrait les aider? Les chambres de commerce, malheureusement, ils ont de moins en moins de ressources. Les banques, bon, elles ont fait le job, on peut dire qu'elles ont fait le job. L'État, je pense qu'il a fait aussi son job, mais aujourd'hui, ce que vous organisez, je trouve ça génial parce que un club comme le Club Savignac peut aussi, doit aussi se porter en aide vis-à-vis de restaurateurs qui ont besoin de réfléchir, qui ont besoin d'idées, qui ont besoin de se réinventer et qui ont besoin de préparer leur réouverture. Donc, bravo d'organiser ce genre de réunion. Écoute, merci à toi. Alors, comme certains ne l'ont pas forcément vu, il y a donc la petite icône conversée qui vous permet du coup d'afficher le chat et de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas voilà, si vous voulez des compléments d'information. Donc, je te remercie Bernard pour ces chiffres qui sont quand même voilà, très préoccupants. Mais la majorité des restaurants, effectivement, sont fermés. Mais en tout cas, cela n'empêche pas certains justement de réfléchir, ça c'est sûr, mais aussi d'avoir mis en place des actions dans leur restaurant. Donc c'est le cas de nos anciens qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais passer la parole donc à Claude Emmanuel. Donc Claude Emmanuel Robin, P16, qui est propriétaire exploitant du restaurant étoilé l'Allée des Vignes à Carjac, dans le Lot. Donc voilà, donc bonjour Claude Emmanuel. Bonjour à tous. C'est vraiment de te faire partager ton expérience que tu as mis en place aujourd'hui dans ton restaurant. Voilà, on te laisse la parole. Bon, alors ça va être, voilà, je vais vous raconter un peu comment j'ai procédé en ce qui nous concerne. Bon, on a eu la période choc, hein, on a eu le choc qui est tombé, le coup près qui est tombé le 15 mars. Alors moi je vois cette période, c'est vrai qu'on va avoir des résultats, qui vont être assez compliqués, on va avoir un été qui va être complexe, mais il y a une remise en question qui se met en place, qui s'est mis en place déjà depuis un mois en ce qui nous concerne. Faut savoir que nous on a une faiblesse là où je suis, donc on est dans une zone rurale, hein, on est à 1h30 de Toulouse. Nous, on a quand même une complication, c'est qu'on a une grosse basse saison dans notre région, et c'est vrai qu'on dépend beaucoup du tourisme, pur et dur, vraiment sur une concentration juillet et août. Pour le reste, j'ouvre mon établissement généralement à partir du début avril, Pâques, grosso modo, jusqu'à fin novembre. Voilà. Donc, quand le couperet est tombé, nous, on fait des petits événements l'hiver, ce qui fait qu'on est toujours présent, puisqu'on est un établissement étoilé, on a une clientèle quand même locale, il faut qu'on réponde à cette demande. Donc, c'est vrai qu'on ferme pendant 4 mois, mais en fait, on crée des one-shots, ce que j'appelle des one-shots, c'est-à-dire des événements qui vont durer le temps d'un week-end. Donc, par exemple, le week-end truffé. Là, quand on a eu le 15 mars qui est tombé, on était en plein week-end équinoxe. C'est-à-dire qu'on était sur une transition entre l'hiver et le printemps. On était en train de faire une thématique autour du safran du Quercy, parce qu'on est dans le pays du safran. Et donc voilà. Donc on a du tout annulé ce qu'on devait faire.
Et moi, on a eu un problème il y a quelques années, c'est qu'on a failli couler la boîte. Et c'est vrai qu'il a fallu qu'on adapte vraiment notre situation par rapport à la zone géographique. J'ai un établissement aujourd'hui qui ouvre 2 jours et demi, voire 3 jours par semaine, parce que ce sont les jours où c'est rentable, parce que je crée aussi un marketing frustrationnel auprès de ma clientèle, c'est-à-dire que je vais leur montrer que je suis ouvert que de la fin de semaine, donc c'est vrai qu'ils rassemblent leurs réservations, ça suscite plus d'intérêt à ce niveau-là, et puis aussi parce que nous on est sur une cible bien spécifique, le gastronomique. Donc, juste avant que la crise tombe, enfin cette situation tombe, on était en train de regarder les chiffres et on voyait que ça commençait à partir un peu dans tous les sens, vraiment une semaine avant. Et j'annonce à mon épouse, je lui dis, écoute, il faudrait peut-être qu'on regarde comment on va ouvrir cette année, parce qu'il faut qu'on soit vigilant. Si on prend trop de staff, on peut déglinguer toute l'année. Donc, on était en pleine remise en question au niveau des ressources opérationnelles. Et donc, nous avions pris la décision d'ouvrir principalement le soir en période estivale, parce qu'on pensait que le midi serait dangereux. Et puis, là, le Covid est tombé, et donc ça a confirmé ce qu'on souhaitait faire. Néanmoins, je reviens sur le fait qu'il va falloir adapter son offre, ses services, sa distribution. Il va falloir qu'on regarde un peu comment on va fonctionner. Il va falloir se réadapter, ce sera vraiment le point le plus important dans le système. Donc pour chacun d'entre nous, déjà il va falloir qu'on s'adapte aux impératifs sanitaires au moment de la réouverture, puisque là ça va être une des conditions qui va être vraiment imposée par nos clients. Et puis il va falloir qu'on s'adapte aussi à ces nouvelles attentes. Alors moi j'ai un établissement qui fait 24 couverts par service. La situation risque de nous faire baisser à 15, 20 couverts par service, ce qui va nous permettre, nous, de changer un peu l'expérience client. Et on a décidé qu'on partirait sur un système de carte blanche qu'on avait déjà démarré l'année dernière, qui nous permet un peu de resserrer vraiment l'entonnoir dans le choix, mais qui va nous permettre d'apporter le meilleur, donc puisqu'on travaille avec des petits producteurs et on travaille bien sûr du produit 100% circuit ultra court. Et c'est d'ailleurs une des attentes que vont avoir nos clients, cette attente d'engagement, de valeur assumée, qu'on avait pour beaucoup d'entre nous déjà, puisque c'est vrai qu'il y avait une tendance qui était très marquée là-dessus. Mais là, il va falloir peut-être le montrer encore plus qu'avant. Donc, il va falloir montrer cet engagement à la fois éco-responsable, l'engagement du vrai, du sain, du pur, puis tout ça par un circuit court et l'eau locale. Donc nous, il va y avoir un mal pour un bien. Il y a un mal pour un bien puisque quand on va réouvrir, on espère pouvoir vraiment resserrer tout ça en disant on va partir sur une offre qui sera encore plus confidentielle par rapport à la cuisine que je réalise dans mon établissement. Et donc, on ne pourra pas modifier les tarifs malgré certainement une hausse des marchandises, mais on va essayer de faire en sorte d'apporter beaucoup plus d'expérience. Voilà. En attendant la réouverture, puisqu'on ne sait pas si ça va arriver le 15 juin, si ça va arriver avant ou après, donc il y a des stratégies à mettre en place. Moi, j'ai vu autour de moi beaucoup de restaurateurs qui font des menus. Alors, il y a une alerte qui m'a fait très peur, ce que je peux comprendre, hein, c'est qu'il y a des slogans où on dit aidons nos restaurants. Et en fait, ça nous met dans une position, je pense, qui peut nous affaiblir. Il faut faire très attention, malgré le fait qu'on est en danger, hein, j'en suis conscient. Et puis, on a eu des restaurateurs qui ont fait des menus qui, au final, si on analyse bien ce qu'ils font, menus à 15, 20 euros, entrée, plat, dessert, à choix, qui changent quasiment tous les jours ou tous les 2-3 jours, une gestion, on relance tout ça, sachant qu'on n'a pas de staff, parce qu'en plus, on a un souci, c'est le fait qu'on a mis notre personnel au chômage partiel. Et puis, on se dit, non, là, moi, je vois de l'extérieur, je me dis, mais comment font-ils pour être rentables? Ou en tout cas, peut-être qu'ils prennent l'occasion de rentrer une trésor qu'ils retardent pour l'avenir. Et ça, c'est assez dangereux, puisque moi, je l'ai vécu il y a 3-4 ans. Et je pense que là, il y a une erreur de certains restaurateurs qui se jettent vraiment dans une nouvelle organisation, mais qui n'a pas été complètement réfléchie. Alors, je dis pas que j'ai la meilleure solution, hein, mais en ce qui nous concerne, nous, on a été très discret le premier mois et demi. On n'a rien dit du tout. On a analysé ce qui se passait. Ça nous a permis de voir un peu quels étaient les marqueurs ou les éléments forts à intégrer dans l'offre.
Et puis on revient petit à petit parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on va rouvrir, c'est bien ça le problème. On revient petit à petit avec quelques offres. Donc je continue ce principe de one shot, donc de coût hein, par occasion. Et puis en prenant le produit d'un producteur, donc par exemple la semaine dernière c'était le veau, cette semaine c'est le canard, la semaine prochaine ce sera le porc noir. Je crée un plat à emporter qui est disponible pendant une durée d'un mois puisque je travaille beaucoup à la basse température, donc j'adapte toute ma technicité pour que ce soit le moins coûteux. Et encore une fois, je rétrécis le choix auprès des clients, mais je leur offre le meilleur du produit, puisque c'est un produit qu'on a pu vraiment travailler le plus respectueusement possible. Ça fonctionne. La semaine dernière, on a fait carton plein, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. On continue cette semaine avec le canard, la semaine prochaine avec le porc noir. Et puis on fait une recette par semaine, ce qui me permet moi en même temps d'amener une nouvelle logistique dans mon restaurant, c'est-à-dire que j'ai un apprenti avec moi et je profite de l'occasion pour pouvoir le former sur toutes ces nouvelles techniques qu'il va falloir qu'on mette en place pour vraiment être prêt lors de la réouverture. Et puis si ça se vend pas, j'ai envie de dire que c'est pas trop grave puisque vu que j'ai des DSC qui sont longues, ça va être des éléments que je vais pouvoir apporter dans mes cartes blanches, dans ces menus surprises qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour nos clients. Voilà. Et donc voilà. Donc ça me permet de reprendre la main là-dessus. Et puis dernière petite chose que nous faisons, que nous allons lancer là dès la semaine prochaine, le 11 mai. Donc ce sera le déconfinement pour beaucoup d'entre nous. Le 11 mai, nous on sera encore bloqués avec nos établissements fermés. Et donc je lance dès la semaine prochaine la possibilité de faire chef à domicile, c'est-à-dire un chef étoilé à la maison. Pour ceux qui souhaiteraient se retrouver, bien sûr avec le nombre maximum de 10 convives. Et ça me permet, nous, de continuer à montrer qu'on est présent. Voilà. Toujours avec des produits locaux et tout ce respect de la région. On a une question d'ailleurs. Quelle est la manière dont tu communiques justement tes offres auprès de tes consommateurs? Comment est-ce que finalement tu fais pour faire connaître les différents plats, tout ce que tu lances dans ton restaurant? Alors, on est sur petite distribution, j'ai envie de dire. Moi, je travaille beaucoup avec les réseaux, Facebook, Insta. Donc ça, c'est vraiment le principal. Avec un Cardex aussi client, puisque j'ai une clientèle âgée autour de moi, dans le village autour, qui fonctionne encore avec le mailing. Enfin, c'est normal. Mais là où j'en arrive, c'est qu'ils sont très mailing. Donc, dès qu'ils reçoivent, ils font leur réservation. Donc, on a un Cardex qu'on a construit les dernières années, depuis d'environ 3000 clients. Donc, ils reçoivent notre mail où on annonce ce qu'on réalise. Super. Écoute, voilà, donc c'est très simple. Hein. On part pas sur. Après, bien sûr, on fait partie des bonnes tables du Lot. On communique avec les offices de tourisme. Il va falloir d'ailleurs qu'on fasse une belle communication dès la réouverture avec les offices de tourisme parce qu'ils sont là pour ça. Tout ce qui est la CCI, tous ces organismes régionaux qui peuvent nous aider. Il va falloir qu'on leur tienne au courant. Et je reviens sur ces impératifs sanitaires. Je pense que ça va vraiment être quelque chose qu'il va falloir qu'on soit nickel parce que sinon on risque d'être embêté. Une dernière question de Chris. Quel est le type de paiement que vous allez mettre en place? Alors, on est principalement sur l'ACB. On fait attention puisqu'ils viennent récupérer leurs marchandises, enfin leur panier. Après, il y en a un ou deux qui font du virement. On travaille aussi par le virement. On peut le demander. Maintenant, c'est devenu courant. Hein. Mais c'est vrai qu'on est encore sur de l'ACB. Voilà, nous, on fixe une date bien spécifique et une heure où on ouvre le restaurant. Donc, c'est le jeudi entre 10h et midi, grosso modo. Et pareil, il faut qu'on simplifie la distribution. Donc, vu qu'on est seul avec mon épouse, il faut vraiment qu'on simplifie tout ça. L'objectif, c'est de montrer à nos clients qu'on est toujours présent, mais qu'on peut pas être non plus ultra disponible. La semaine dernière, quand j'ai fait le veau, les gens me disaient à mon épouse, mais vous faites pas de dessert? Et puis non, on n'est pas là pour faire des grands menus. L'objectif, c'est vraiment de faire une création culinaire. Puis le petit plus qu'on a fait, c'est que j'ai fait une vidéo que je donne en QR code auprès de mes clients pour éviter de faire un déroulé tout spécifique de notre recette parce qu'il y a quand même un timing. Hein. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Donc, vite fait une vidéo, remise en température du produit, ça rassure le client. Il voit que c'est quelque chose qui est à la fois gastronomique, puisqu'il va y avoir un dressage, mais accessible, puisqu'on fait tout pour que ce soit simple. Donc, ça plaît beaucoup.
Écoute, merci beaucoup de ton apport. Et puis, Merci. je ferai certainement appel à toi encore peut-être pour d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas. C'est très Merci. gentil. Maintenant, le témoignage également. Alors, Benoît Lamiable n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais lui, aujourd'hui, donc, il est propriétaire exploitant du restaurant le Polichinelle à Dax, et lui a mis en place le Click and Collect avec un changement de carte, donc en modifiant sa carte par rapport à sa clientèle. Et pareil, il réouvre finalement sur une période assez courte dans la semaine, mais parce qu'il a dû mettre tout le monde au chômage et qu'il fonctionne, donc il me disait, seul dans sa cuisine. Mais en tout cas, ça lui permet de faire un tiers de son chiffre d'affaires, qui lui permet aujourd'hui de rester, voilà, de pérenniser son activité. Donc, merci à toi, Benoît, pour ton témoignage, également sur voilà, de la restauration servie à table. Et puis, sur une autre type de restauration, qui est la restauration rapide, je vais accueillir Inès Gauthier, P26, qui est responsable régionale Pitaya, Grand Sud-Ouest et Paris pour les franchisés et les succursales. Voilà. Et donc, je vais demander à Inès quelle est la diversification. Enfin, je sais que tu as diversifié vos activités, donc je vais te laisser nous en parler. Merci. Bonjour à tous. Alors, Pitaya, pour ceux qui ne connaissent pas, juste pour recadrer, c'est une 60aine de restaurants et c'est de la cuisine minute au wok, de plats inspirés de la Thaïlande. Donc, Pitaya, nous, on a fermé une 15aine de jours pour juste voir comment ça se passait, se préparer nos franchisés et pour assurer une reprise en sécurité, en tout cas au maximum, et adaptée à nos clients et à nos collaborateurs. Donc effectivement, on a mené plusieurs actions. L'idée, c'était pas forcément de tout changer, pas forcément de rayer la carte et en sortir une autre. C'était simplement de un petit peu se réinventer. On a essayé de partir de ce qu'on sait faire, de ce qu'on avait. Je pense qu'on avait toutes les clés pour apporter quelques modifications et ajuster nos offres. La première idée, donc, on avait déjà la possibilité de vendre par click and collect et par les plateformes de livraison. Donc, pour le coup, nous, c'est toujours avec Uber Eats. Et c'est assez simple à mettre en place. Donc, pour le coup, on a renforcé les ventes par ce type de canaux de distribution qui sont très efficaces. On a ensuite, pour faire face aux difficultés d'approvisionnement parfois, c'est vrai que quelques plateformes ont dû fermer, les marchés locaux parfois ont fermé aussi. Donc, on a décidé de réduire la carte. Donc, ça a été déjà traité auparavant, mais c'est vrai que c'est une idée qui peut être bénéfique pour le business. Et le dernier point, on a peut-être quelques images par Xavier pour le premier slide, mais c'est l'idée de mettre en place une gamme épicerie taille. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi cette idée-là? Pourquoi une gamme épicerie? Alors, dans tous les cas, Pitaya allait lancer cette gamme parce qu'il y a de plus en plus d'ouvertures dans des stands dans les supermarchés. Du coup, il nous fallait une gamme individuelle et libre service. Mais là, voilà, l'idée, ça a été de créer cette gamme aussi pour répondre aux nouveaux comportements de consommateurs qui ont un peu changé. Ils cuisinent plus chez eux. Ils avaient parfois du mal à s'approvisionner, surtout au début. Donc voilà, création de cette gamme, 22 références. Ça va du riz aux nouilles, aux sauces, en passant par une gamme de thé. Et ça permet au plus grand nombre à la fois de reproduire les recettes chez eux et mine de rien, c'est un petit peu de vente additionnelle. Donc, les franchisés sont plutôt gourmands de ce type d'idée qui est plutôt intéressante. L'idée, c'est aussi d'être plus visible. Ça nous permet de communiquer sur de nouveaux produits, d'innover. Et ça, les clients nous ont bien montré qu'ils l'apprécient. Et donc, comme je disais, des ventes additionnelles, même si pour le moment, on n'a pas vraiment de résultats. Enfin, j'ai pas trop de retours à vous faire parce que ça fait seulement 10 jours qu'on a lancé cette gamme. Donc, l'idée, voilà, c'est de voir un petit peu comment ça évolue. Voilà pour le point action que l'on a pu mettre en place.
Le deuxième sujet, avec Sandra, on se disait qu'il faudrait peut-être parler de la partie opérationnelle. Donc Xavier, si tu peux passer au deuxième slide, voilà. Donc purement opérationnel, il a été important pour nous de revoir les process d'accueil des clients et des employés. Mais voilà, on s'est posé la question, comment on assure cette sécurité? Est-ce qu'on transforme nos restaurants en hôpitaux? C'était pas forcément l'idée, c'était pas ce que les clients voulaient, je pense, et à mettre en œuvre, c'était très compliqué. Donc la première étape, ça a été de mettre en place un kit hygiène, donc un kit complet avec des masques quand on a pu en trouver, du gel hydroalcoolique, des produits d'entretien adaptés, des plexis aussi pour protéger les caisses pour la potentielle future vente à emporter. Également des bombes de craie pour délimiter le sol ou les entrées de restaurants. Alors, le sujet des masques a été assez compliqué, hein, mais c'est vrai que comme les clients ne rentrent pas dans les restaurants, il n'y a pas forcément cette barrière qui peut faire penser à un hôpital, et ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu trop de retours négatifs. Sandra, tu voulais intervenir? Oui, alors il y a effectivement, je vais revenir sur la première partie qui est l'épicerie. C'est vrai qu'il y a des personnes finalement, on se dit, il y a tout un tas, il y a des personnes qui se disent, bah là, vous faites de la survie, et finalement, il y a tout un tas d'actions qui, au départ, ont été des actions on peut dire, de survie, mais qui finalement, on s'aperçoit que ce sont de bonnes idées. Et des enseignes, moi je vois par exemple Big Fernand qui a également mis en place sa Big épicerie et qui se dit, tiens, mais finalement, ce moment difficile nous fait un peu ouvrir nos curseurs, changer les modes, enfin les moments de consommation, essayer finalement d'élargir notre activité. Et si finalement après, on gardait toutes ces bonnes actions et finalement ces initiatives pour la vie d'après, on va dire. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que finalement cette nouvelle activité, vous vous dites, tiens, on va la pérenniser parce que c'est quand même une vachement bonne idée? Oui, complètement. Comme je disais là, c'était plutôt prévu, alors pas dans le temps imparti et pas pour un lancement en mars, avril, c'était plutôt pour après l'été, mais là effectivement à l'épicerie c'est une gamme qui va rester, et comme je disais, on va pas réinventer la marque, mais tout en restant dans notre positionnement, notre offre, nos produits. Voilà, c'est l'idée de pouvoir aussi rentrer un petit peu plus chez les gens et se dire qu'ils pourront refaire les recettes, réadapter comme ils le veulent aussi des innovations chez eux, et maintenir cette gamme qui, à terme, peut aussi représenter une part de plus en plus importante du chiffre pour les franchisés, bien sûr. Ouais. C'est des solutions qui resteront pérennes. Un point important tout à l'heure, parce qu'on parlait de communication, et c'est vrai que je t'avais demandé d'intervenir dessus, parce que j'ai vu que ton enseigne, elle a vraiment beaucoup communiqué justement dans cette période un peu particulière. En plus, parce que vous avez mis en place une action solidaire. Et donc, je t'ai demandé pour ça aussi de nous faire une petite slide présentant du coup vraiment concrètement ce que vous avez mis en place en termes de communication. Donc, si tu peux nous en parler. Bien sûr. Donc effectivement, l'idée, et je pense qu'on l'a tous compris, c'est de maintenir le contact avec nos clients, maintenir la communication avec eux, faire qu'on arrive toujours à les capter un maximum. Et ça, je pense que c'est un conseil, et je pense que tout le monde l'a bien compris et tout le monde le met bien en action. Donc, nous, chez Pitaya, l'idée, ça s'est fait en 3 phases. La première, c'est une communication sur les réseaux sociaux, en animant plus régulièrement les pages, en diversifiant un petit peu les visuels aussi, avec la possibilité de refaire les recettes chez eux, comme je le disais, des jeux, des informations sur les réouvertures, sur les lieux de passation de commandes aussi. Donc, tout ça, ça s'est développé. D'autre part, on a aussi pas arrêté le développement du groupe, hein, c'est-à-dire qu'on continue à communiquer sur les ouvertures. Il y a eu une ouverture en avril, il va y en avoir 2 en mai. Donc voilà, le business ne s'arrête pas, et comme quoi, en se réinventant, en réorganisant la façon d'ouvrir les restaurants, ça continue à tourner, et c'est pas la fin de tout. Il y a des bases de données clients aussi, avec des campagnes SMS qu'on met en place. Voilà, pour le deuxième point, on a réussi aussi à mettre une communication conjointe avec Uber Eats.
Donc ça, c'est voilà aussi pour mettre en avant la réouverture, des bannières, vous connaissez tous, sur lesquelles on clique et qui amènent directement vers les sites. Donc ça a été plutôt assez bénéfique pour le réseau. Et pour finir, comme l'a dit Sandra, un plan de solidarité. Alors là, c'était à destination de la Croix-Rouge et des Restos du Cœur. Voilà, le mécanisme, c'était sur une période de 20 jours environ. Tous les bénéfices seront, parce que c'est jusqu'au 11 mai, seront reversés à ces deux associations, voilà, dans le cadre de cette situation de crise. Et c'est plutôt un plan qui est salué par les clients, et tous les franchisés sont vraiment jouent le jeu et rentrent dans ce plan-là. Et est-ce que vous avez justement, enfin, comment accueille le client ces plans de solidarité? Parce que finalement, on en envoie quand même pas mal. Est-ce que vous avez des retours là-dessus et qu'est-ce que vous dites vos clients? Alors, pour le coup, on savait pas trop à quoi nous attendre, parce que déjà, c'était pas forcément les hôpitaux, alors que beaucoup de plans ont été à destination des hôpitaux. Et pour le coup, les retours sont très positifs. Je dirais même que dans les retours qu'on peut avoir sur Instagram, sur les réseaux sociaux, beaucoup sont en lien avec ça. Ils remercient la marque de l'avoir fait. Ils se sentent vraiment acteurs d'un soutien aussi à ces associations. Et c'est vraiment vecteur de bonne communication et d'échange avec nos clients. Ça, c'est vraiment que du bonus pour tous ces aspects-là. On l'a vu la semaine dernière, alors je vais le rappeler rapidement pour ceux qui n'étaient pas là au dernier webinaire, mais on l'a constaté également sur l'hôtellerie de plein air avec les campings qui avaient lancé comme ça une campagne pour offrir des séjours aux soignants. Et ils ont été incroyablement étonnés par le succès de cette opération et ce que ça a diffusé. Donc c'est vrai que voilà, on s'aperçoit que également, enfin voilà, que quel que soit le secteur, ce type d'action fonctionne très bien. Donc voilà, donc merci Inès. Il y a tout un tas d'autres actions. On les a vues. Bernard pourra nous en parler aussi à la fin, au moment où il y aura une conclusion. On a vu des opérations de bons, d'avoir, etc. Initiées par la restauration pour une prochaine consommation, pour voilà, communiquer. Alors, on ne va pas faire un mois de chiffre d'affaires avec ces futurs bons, mais ça permet de faire parler d'eux. Et d'ailleurs, il y avait un intervenant la semaine dernière qui est Floris Hossens, dont je suis sur Facebook parce que c'est un ancien de ma promo. Et j'ai vu que, bon, habituellement, il fait une journée sur la fête des mères où il fait vraiment un repas particulier dans son restaurant. Donc là, bien évidemment, il ne pourra pas accueillir ses clients, et j'ai vu qu'il a fait une simple communication sur la page Facebook de son établissement en disant voilà, on va être fermé, mais ça n'empêche pas le bon cadeau pour une prochaine expérience au château du Verdoyer. Voilà, vous pouvez l'offrir dès à présent pour la fête des mères. Donc finalement, on voit entre les enseignes comme Pitaya, où il y a vraiment un réseau structuré, il y a des moyens derrière, et puis aussi l'entrepreneur qui a de bonnes idées. On le voit, il y a tout un tas d'initiatives vraiment qui sont hyper intéressantes et donc dont on peut complètement s'inspirer. Donc voilà, merci Inès. Si vous avez des questions, eh bien, je pense qu'on pour l'instant je les ai toutes balayées au fur et à mesure avec toi, Inès. Nous allons passer sur la deuxième partie, qui est une partie finalement qu'on va dire peut-être un peu plus administrative et moins opérationnelle, et pourtant. Et donc pour ça, je vais demander à Serge Fourmand, qui est promotion 7, qui est propriétaire franchisé d'Otacos et Memphis. Donc là, ce qui est vraiment intéressant avec Serge, c'est qu'on a la restauration rapide et puis le service à table. Serge, je sais qu'il y a certains restaurants voilà, qui sont ouverts et d'autres pas. Et donc pour toi, comment ça se passe aujourd'hui sur tes deux restaurants, les conséquences sur tes équipes et quelles actions finalement tu as menées avec eux? Et l'idée, c'est vraiment de te faire que tu puisses partager avec nous les bonnes actions que tu as mises en place avec tes équipes. On a essayé au moins de mettre les bonnes actions. Merci Sandra. Bonjour à tous. Non, parce que là c'était intéressant d'entendre justement le côté pur opérationnel d'un indépendant étoilé et qui fait des choses très bien, et de la franchise, parce que le franchiseur représenté par Inès, par Pitaya,
Et c'est vrai que moi, j'ai la chance de travailler avec deux franchises, une qui est Memphis Coffee, donc c'est de la restauration à thème US, et une autre avec Otakos, qui est de la restauration rapide, de la tacos à la française. Et le fait d'avoir ces deux franchises, ça me permet de pouvoir déjà les comparer et savoir ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font de moins bien en termes de com, et surtout en termes d'aide, ce qu'ils ont pu nous apporter. Et c'est vrai que les deux, quand il y a eu les premiers, et Bernard en parlait tout à l'heure, sur les reports et annulation de charges, sur le fait de pouvoir mettre notre personnel, comment ça s'appelle, en chômage partiel, on a été, je sais pas, on a fermé le 15, le 17, grosso modo, on avait déjà des mails qui nous permettaient de savoir où est-ce qu'on allait à peu près, parce qu'il faut pas oublier qu'on est tous dans le flou artistique et on sait vraiment pas, enfin, on navigue à vue, quoi. Donc le point, c'est que le jour où on a fermé, déjà ça a été ultra violent, pour nous tous, puisqu'on a fermé un samedi soir à minuit, alors qu'on avait soit des opérations en cours, soit on avait, je vais dire, du stock de week-end. Donc on était au plus haut de la valeur stock week-end, et que grosso modo, il a fallu dire à nos équipes, dimanche vous venez pas bosser, mais par contre il faut qu'avant minuit le restaurant soit propre et qu'on mette en sécurité toutes les marchandises, ou les jeter, parce qu'on savait pas où est-ce qu'on allait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on va dire, assez rapidement, la franchise nous a filé des infos en nous disant voilà, il va y avoir des reports de charges, il va y avoir annulation de loyer ou report de loyer. Alors, il faut mettre quand même pas mal de bémols parce qu'il y a beaucoup de conditions. Mais la première chose que le gouvernement, je trouve, a fait très bien, c'est le fait de pouvoir mettre les gens en temps partiel au chômage, très clairement, ce qui a permis d'alléger considérablement les entreprises. Par contre, dans notre cas, ça représente que 30 à 35% de nos charges, puisque il n'y a pas que du salarié, hein. Il y a la marchandise, on l'achète plus, mais il y a quand même des charges fixes. Et ces charges fixes, quand même, ça représente en moyenne, Bernard, il sera peut-être plus au courant que moi sur la moyenne nationale, mais pour nous, ça représente entre 8 et 10%. Plus après le loyer qui représente encore 8 à 10%. Donc, on attend encore d'autres, pas d'aide, mais le fait de clarifier les éléments. Donc, quand on a fermé, la première chose qu'on a faite sur les deux restaurants, parce qu'on a aussi un troisième en cours au tacos, mais là j'ai dû complètement annuler tout le recrutement, j'ai dû annuler tous les éléments parce que on ne pouvait pas l'ouvrir, et là il est encore en construction alors que ça aurait dû être fermé. Mais bon, c'est les aléas, on n'a pas le choix. Donc le moment où on a mis les gens au chômage partiel, ça a été un peu un flou artistique parce on savait pas comment faire. Là, la franchise nous a donné après la marche à suivre, c'est pas très compliqué. Si vous avez besoin, j'hésiterai pas, je pourrais vous communiquer les éléments. C'est globalement super facile à faire. Mais par contre, il faut rassurer les équipes. Et ça, c'était un vrai problème, que même nous, on ne savait pas où on allait. Les équipes nous posaient les questions en disant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Donc, chômage partiel, très bien pour nous, restaurateurs. Le fait de décaler les prêts bancaires, ça nous a bien aidé aussi. Donc ça, c'est une demande qui est très facile à faire au niveau de la banque et qui est quasi immédiate. Les loyers, alors là, les loyers, c'est beaucoup plus compliqué. On nous a parlé comme quoi on pouvait les décaler. Alors oui, on peut les décaler, c'est-à-dire que on n'a pas de problème si on ne paye pas son loyer, on n'aura pas de comment ça s'appelle, pénalité à payer sur les paiements, et on n'aura pas non plus de manquement au bail. Parce que faut faire gaffe à ça. Si on a manquement au bail, ils peuvent nous faire fermer. Enfin bon, ça part en procédure, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, les loyers, pour le Memphis comme pour le Otakos, nous avons seulement un report et non pas une annulation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fin du confinement, quand tout sera à peu près réglé, on va devoir payer nos mois de loyer en cours, plus le prorata du décalage des loyers. Donc si on prend un exemple, si on a un loyer de 10 par mois, de 10 000 euros, si on l'a décalé de 3 mois, on va dire que le bailleur nous décale, sur 4 ans, nous dit, sur 4 ans, vous pourrez rééchelonner les 3 mois que vous me devez. On va devoir payer, au lieu de payer 10 000 euros par mois, on paiera 10 800 ou 11 000 euros. Donc, c'est juste un décalage de trésorerie, et ça, c'est pas encore réglé, malheureusement. Pas encore. Ça viendra, j'espère. Après, toutes les dettes fiscales, ça, comme l'a dit Bernard, ça va bien nous aider parce qu'il y a un paquet de dettes qui vont être annulées. Au départ, elles étaient reportées.
Là, ça devrait être annulé, donc c'est quand même une bonne chose. Encore une fois, il ne faut pas hésiter de se rapprocher de son expert comptable. Il a toutes les ficelles. Et si vous n'avez pas d'expert comptable, vous allez sur Internet, ça se trouve très facilement. Il y a un site, c'est .gouv.fr. À propos du Covid, c'est super facile et c'est hyper lisible. Alors ça, c'est les aides au niveau du restaurant, on va dire, des restaurants. Faut savoir que Memphis comme Otakos, nous, on est en règle, on a payé tous nos fournisseurs. Donc, bizarrement, dès qu'on va réouvrir, on n'a pas de problème. Tout le monde veut bien nous livrer, on n'a pas de souci. Il y a beaucoup de mes confrères, enfin certains de mes confrères, pas beaucoup, mais certains de mes confrères qui n'ont pas payé et on s'aperçoit que la franchise, le franchiseur ne peut plus nous aider parce qu'il y en a qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas su ou qui ont pris peur à ne pas vouloir payer les fournisseurs. Et là, on voit pour le redémarrage, très clairement, les fournisseurs, ils veulent pas aider ou veulent plus aider, on va dire, les exploitants. Donc ça commence à devenir un vrai problème et à la fois sur Otakos et sur Memphis. Pardon, et par rapport, on avait parlé justement j'avais trouvé intéressant les actions de formation j'allais y venir voilà. sur. Ouais. Non, pas de souci, c'est bien. Non, mais tu me tends la perche, il n'y a pas de problème, je prends. Donc, une fois qu'on a fermé ce que nous avaient informé les différentes les franchises, ce qui s'est passé, c'est que à un certain moment, ils nous ont dit faut garder le lien avec vos équipes. Il faut savoir que sur les 2 restaurants, tous les lundis, j'appelle un resto et tous les vendredis, j'appelle un resto. J'appelle tout l'encadrement, donc qui relaie eux les membres de l'équipe. Ça représente une quarantaine de personnes, un peu plus. Et on a fait avec mon associé, on a pris le temps d'appeler tout le monde pendant 10 minutes, un quart d'heure, pour juste leur dire, écoutez, on est là, on vous accompagne, on vous laisse pas dans la merde, on est avec vous. C'est souvent pour répondre à des questions toutes bêtes. J'ai imposé, par exemple, conformément à la loi, les congés payés. Donc, je leur ai imposé 6 jours de congés payés, mais il faut l'expliquer. Si on leur donne les trucs comme ça de but en blanc avec un mail en disant je vous impose les congés payés, ça peut un peu être problématique. Ce qu'a bien fait également le gouvernement, c'est qu'ils nous ont dit, comme vos gars ils ont du temps en étant au chômage, ce qu'on vous propose, il y a des formations qui sont prises à 100% en charge par l'État. Et donc, ils nous ont listé un certain nombre de formations. Il y en a qui a les normes HACCP, le management, gestion des conflits. Voilà, on avait un certain nombre. Et donc, j'ai commencé, on a hiérarchisé ça avec mes équipes en disant qu'est-ce qui est le plus important. On va commencer sur les normes HACCP, qui sont quand même un élément hyper important, même s'ils l'ont fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais on a laissé. Donc, ils font ça par Internet, ils sont suivis par mon encadrement et par la société ça s'appelle l'Académie des métiers, ceux qui font les formations. Donc ça, on a fait commencer par les normes HACCP et tous ceux qui veulent faire des formations supplémentaires, on leur ouvre au fur et à mesure le fait qu'ils puissent faire les formations tout simplement. Nous, on a pris l'Académie des métiers parce qu'on travaille déjà avec Otakos et Memphis, donc c'est des prestataires qu'on connaît, mais je vous invite à les contacter, ils s'occupent de tout. Vous arrivez, ils vous font signer une convention qui prend 2 pages, vous leur envoyez par mail, ils se débrouillent, ils font tout seuls. Vous inscrivez la liste de l'ensemble de vos salariés, ou même pour vous, si vous êtes salarié, et vous pouvez le faire sans aucun problème. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ultra facile. C'est juste un échange de mails et un petit coup de fil, quoi. Et dans les aides que tu as activées Oui. pour pérenniser ton activité, et là, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir ton expérience d'entrepreneur. C'est pour toi, quelles sont celles qui t'aident le plus aujourd'hui? Et vraiment les questions importantes à se poser, les erreurs à ne pas commettre, parce que finalement, moi je me dis quand je vois tout, il y a tellement d'aides finalement possibles et tellement finalement de choses à activer. Toi, voilà, ton expérience par rapport à ça. La première chose, le temps partiel, je pense que tout le monde l'a fait, mais ça me paraît évident. La banque, appelez la banque. La banque, vous décalez vos mensualités. Donc c'est un report, elle l'accepte sans aucun problème. Donc, vous décalez vos mensualités de remboursement d'emprunt pour ceux qui en ont. Vous pouvez leur demander, je crois que c'est un tiers, je me souviens plus des chiffres, mais vous pouvez leur demander aussi de l'argent qui est garanti par l'État. Alors là, il faut faire attention. Nous, on va le faire ou on l'a fait, ça dépend des restos, mais avec mon associé. Mais
on le fait pas pour débloquer de la trésorerie, c'est qu'on va s'en servir pour faire de l'investissement, c'est-à-dire pour réaménager notre restaurant. En aucun cas pour payer, par exemple, les salaires, en aucun cas pour payer les fournisseurs, parce que je vous rappelle que cet argent, il faut le rendre à un certain moment. C'est bizarre, je préférais le garder, mais j'ai pas le choix. Mais le point, c'est que le fait, il faut savoir s'en servir. Soit c'est un décalage de trésorerie auquel cas on peut s'en servir pour faire de la trésorerie. Mais nous, la vision qu'on a avec mon associé, c'est de se dire, on prend cet argent, on va essayer de réaménager ou d'embellir le restaurant. Et juste, j'ai reçu ce matin une donnée chiffrée pour aménager pour le Covid-19 le Memphis Coffee. Memphis Coffee, il y a 130 places assises, pour faire simple, et on est sur 280 mètres carrés de vente. On en aurait pour 10 000 euros. Donc, soit on a la trésor, soit on peut piocher là-dedans pour pouvoir pérenniser les éléments. Après, la difficulté qu'il y a, c'est que toutes les aides qu'on a, il faut faire attention parce que c'est aussi des pièges. Moi, j'ai planté une société et on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est le cash, c'est l'argent. Si on n'a pas de cash, on vit pas. Et je crois que Claude Emmanuel t'a dit que tu as été en difficulté à un certain moment. Je pense que tu comprends bien ce que je veux dire par là, c'est que si on n'a pas de cash, on peut pas passer la crise. Et du moment où on va réouvrir les restaurants, il faudra ce cash. Le point par exemple sur les restaurants, on nous a dit oui, attention, on peut faire de la VAE, de la vente à emporter, on peut faire du click and collect, on peut faire. Nous, un des réseaux nous a donné un tableau Excel basique. Il a dit voilà, si vous devez ouvrir, il faut que vous fassiez tant de chiffre d'affaires. Donc, renseignez le tableau avec vos charges proratisées et en fonction, si vous rentrez dans les clous du chiffre d'affaires donné, n'hésitez pas à ouvrir, sinon n'ouvrez pas. Et on s'aperçoit que c'est le réseau Tacos, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui ouvrent, mais qui ouvrent à perte. Moi, aujourd'hui, on a pris la décision avec mon associé d'ouvrir le plus tardivement possible les établissements pour pouvoir bénéficier le plus longtemps possible, surtout du chômage temps partiel. Parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que du moment où on va réouvrir, on ne pourra pas exploiter à 100% nos établissements. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 130 places assises que j'ai sur un Memphis, sur 130 places assises, je vais en supprimer 30%, 40%. Bon, j'ai la terrasse, donc on est en train de travailler dessus, mais je vais supprimer, on va dire 30% de places. Mais il faut pas oublier que moi, tout mon business plan, il s'est fait à 100% de chiffre d'affaires et non pas à 70% du chiffre d'affaires. Au Tacos, c'est pareil, avec toutes ce qu'il faut mettre en place pour protéger nos salariés, pour protéger nos clients. La difficulté, c'est que il y a des marquages au sol, il va y avoir des plexiglas, il va y avoir en cuisine comment on fait pour la ligne d'assemblage, comment on fait pour mettre le personnel sans qu'il y ait trop de contact. Parce que je rappelle, travailler avec un masque en cuisine pendant la période estivale où il fait 35 ou 40 degrés en cuisine, voilà, il y a des choses où c'est compliqué et tous ceux qui travaillent en cuisine ou qui approchent la cuisine, ils le savent bien. Donc effectivement, la difficulté qu'il y a actuellement, c'est de réouvrir comment. Donc nous, on a pris la décision d'ouvrir le plus tardivement possible pour pouvoir bénéficier de maximum d'aide le plus longtemps possible pour qu'on puisse ouvrir, on l'espère, à 100% de notre capacité, chose qui, à mon avis, ça sera pas le cas, quoi. On va pas se leurrer. Non, mais effectivement, en tout cas, on voit bien effectivement ta position là-dessus. Et finalement, là, je voyais une question, mais je la reposerai certainement aux autres intervenants. Il y a Julien qui nous dit, est-ce qu'on pense s'attendre à un changement de comportement des consommateurs, étant parlé justement du click and collect, et il disait, le restaurant ne risque-t-il pas de devenir une simple borne de retrait de commande plutôt qu'un lieu de vie où l'on partage les moments entre amis? Alors en plus, avec Memphis Coffee, qui est complètement positionné là-dessus. Famille, ouais. Voilà. Y a certains... Voilà, ton avis. Ouais, alors autant sur un click and collect, sur un Tacos, sur un McDo, sur de la restauration rapide, je le vois, je le comprends, je l'entends. Après, le moment convivial, faut pas oublier qu'au Tacos, c'est hyper jeune. Donc les jeunes, même s'ils sont devant leur téléphone, ils se retrouvent autour d'une table, tous devant leur smartphone, mais ils sont tous en train de manger. Donc je pense que
à un certain moment, oui, les gens vont faire attention. Je pense que dès que la pandémie sera passée, dès que ça passera moins dans les journaux télévisés, je pense que tous ces éléments petit à petit vont décliner, mais ça va prendre du temps. Pour le Memphis, je peux pas faire click and collect parce que je veux garder la qualité optimale de mes produits. Et aujourd'hui, je n'ai pas la compétence en cuisine, je n'ai pas les produits, je n'ai pas les éléments qui me permettent d'assurer une bonne qualité pour mes clients. Et il est hors de question que je fasse du click and collect, même si certains Memphis le font. Mais je trouve que une frite qui est en click and collect, je suis désolé, elle est molle, elle est pas bonne, quoi. Donc, moi, je préfère que les gens viennent chez moi. Quand tu es indépendant, je pense à Claude Emmanuel, effectivement, il adapte son click and collect ou sa vente emportée en fonction des produits qu'il fait. Moi, je peux pas tout adapter. Moi, j'ai un cahier des charges à respecter et comme il faut respecter ce cahier des charges, c'est pas évident. Un burger, je suis désolé, lorsque vous mangez chez Big Fernand, pour pas prendre Memphis, il est meilleur quand il vient de sortir du feu, vous le prenez, vous le mangez. Bon, il est un peu gras, mais il est onctueux, il est sympa. Vous le ramenez chez vous, vous voyez, ça colle partout, il y en a partout, c'est pas bon, quoi. Donc, voilà où je pense que oui, le click and collect va se développer, mais je pense que les gens ont envie quand même de se retrouver dans un restaurant. Là, on est tous, je sais pas combien on est autour de nos écrans, mais je suis persuadé qu'on a tous envie d'aller se faire un restaurant, s'asseoir dont on a peu de bruit, aller dans un bistrot et se détendre. C'est un moment de détente, le restaurant. Le click and collect, c'est juste un moment pour manger. C'est pas tout à fait la même chose. À se détendre à la maison aussi. Ouais, mais je pense qu'on est bien détendu là. On commence à être mou. Là, on commence à être mou. Il va falloir changer. Ouais, merci Serge. Là, ça bouge. On aura envie de se retrouver dans un lieu convivial. Hervé, on est entièrement d'accord. Une petite question, Inès, parce que je sais que tu as beaucoup travaillé dessus, sur l'hygiène, etc., en plus de par ton ancienne vie également. Il y avait Sarah qui posait les questions suivantes. Alors, je vais te la donner. Il y avait, sera-t-il possible d'aborder le cas donc des labels sanitaires qui seront ou seraient mis en place dans le secteur de la restauration et donc voilà, donc ça peut être aussi pour Otakos et Memphis ou Pitaya. C'est voilà, au niveau de l'hygiène et de la question sanitaire, est-ce que vous avez changé beaucoup de choses dans les guides ou en tout cas en prévision de la réouverture? Oui, c'est une bonne question et pour le coup, on attend beaucoup du guide qui va être sorti par l'État au moment de la réouverture, parce que c'est vrai qu'il va vraiment y avoir les directives qu'il faudra respecter. Chez Pitaya, on a revu un petit peu le manuel des opérations, forcément, mais on n'a pas non plus fait une révolution ou un changement catégorique de nos habitudes. Je pense que c'est plus, à ce stade, en tout cas, du bon sens et on n'a pas réinventé les normes HACCP. Je dirais que c'est plus revoir peut-être la régularité dans le nettoyage, revoir un petit peu nos procédures d'ouverture, de nettoyage des restaurants, la cadence à laquelle on peut nettoyer tel ou tel élément. On parle aujourd'hui des poignées de porte, on parle aujourd'hui des tables peut-être sur lesquelles sont donnés les sacs de repas. Voilà, je pense que c'est plus une resensibilisation. Et pour le coup, comme le dit Serge, on a aussi mis en place des formations HACCP. On en profite pour tout le personnel qui est au chômage partiel. C'est plus une resensibilisation du personnel aux gestes barrières, avec du lavage des mains, avec tout ce qu'on entend tous les jours. Mais on n'a pas réellement changé. L'autre point, c'est qu'on a aussi revu les points de contact, les points de rencontre avec nos clients, ou aussi avec les livreurs qui parfois font des files d'attente un peu impressionnantes devant les restaurants. Donc voilà, je dirais qu'il y a… Alors, concernant les labels, je ne saurais pas répondre. Je n'ai pas ce niveau de compétence. Mais effectivement, voilà, nous, on a revu par de la resensibilisation et tout simplement de la formation et de l'accentuation de gestes barrières. Mais rien de nouveau, du bon sens. Merci Inès. Je vais passer la parole maintenant à Antoine Ménard, P16, qui est le directeur développement et new business de Paris Society. Bonjour Antoine. Alors, l'idée, c'est vraiment de te demander, parce que tu as différents types de business en Paris Society, donc je vais te laisser présenter un petit peu Paris Society pour ceux qui ne connaissent pas, et vraiment que tu puisses parler des mesures que vous prenez actuellement pour sécuriser, pérenniser en tout cas la société.
Je te laisse la parole. Ça marche, merci Sandra. Moi, je partage une grosse partie de l'analyse de Serge et je vais vous expliquer pourquoi. Le groupe Paris Society, anciennement nommé Noctis, c'est 1200 collaborateurs, 150 millions de chiffre d'affaires, 42 établissements, essentiellement sur Paris, sud de la France, et on devait ouvrir en Angleterre. Je vais y revenir tout à l'heure si on a le temps, parce que l'ouverture étant prévue le 23 mars, on a fermé 4 jours avant l'ouverture prévue. Alors, nous, on a 3 métiers, bientôt 4. On pensait être à l'abri parce que ça faisait quelques années qu'on misait sur la diversification. Donc, on a un métier festif avec soit du clubbing, un certain nombre de clubs parisiens donc qui sont évidemment fermés, et puis ceux-là, avant qu'on réouvre des lieux en sous-sol, confinés, pour pouvoir faire la fête, on sait qu'il va se passer quelques mois. Dans le festif, on avait également des lieux de fête en plein air dans le bois de Boulogne avec Bagatelle, Longchamp, La Clairière, etc., qui organisaient des fêtes de 1000 à 10 000 personnes. Donc, on sait que là également, la saison d'été est plutôt mal partie. Deuxième métier, l'événementiel. On a une douzaine de grosses salles événementielles sur Paris où notre spécialité était plutôt l'événementiel festif, corpo, pour des jauges allant de 500 à 5000 personnes. Donc là aussi, on a quelques inquiétudes sur ce métier-là. Et le troisième métier, qui est celui qui a la part la plus importante pour nous dans le groupe et sur lequel on avait un développement important de prévu, c'est la restauration. C'est la restauration, mais qui n'est pas une restauration autour du produit gastronomie, autour du produit food, puisque c'est une restauration qui est plutôt expérientielle, où on crée des concepts, restauration-service à table, pareil, plutôt festif, dans des lieux avec une destination forte, avec une décoration forte, avec un service scénarisé. Ce sont à Paris Monsieur Bleu, Loulou, Perruche, Coco, Girafe, et ce sont des lieux pour lesquels la restauration, l'identité F&B est une des composantes, mais pas que. Donc aujourd'hui, on a 1200 collaborateurs au chômage partiel. Tous nos sites sont fermés. Là où je rejoins Serge, c'est qu'effectivement, la priorité quand on a tout fermé, le nerf de la guerre, c'est effectivement la trésorerie. La trésorerie pour tenir aujourd'hui, mais finalement surtout la trésorerie pour tenir demain, voir s'il en reste un peu la trésorerie pour continuer un développement que nous, on avait prévu excessivement agressif dans les années à venir, et on s'y était attelé déjà, puisque notre groupe a doublé de taille en 3 ans et avait prévu de redoubler de taille les 3 prochaines années, et de remettre ça encore les 3 suivantes éventuellement. Donc, quelles sont les actions qu'on a mises en place ? Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a très rapidement, parce qu'on a mis en place les mêmes mesures que mes collègues restaurateurs. Un plan de chômage partiel massif, qui est une chance unique au monde, et assez incroyable que la France offre. Je suis le premier à critiquer, et puis c'est le jeu de critiquer le gouvernement, notamment sur toutes les mesures sanitaires. Sur les mesures économiques qui ont été mises en place par rapport à d'autres pays, on a des témoignages de restaurateurs aux États-Unis, des témoignages de restaurateurs outre-Manche. On est excessivement protégé, et le gouvernement a fait un travail assez incroyable très très rapidement. Donc sur les mesures de chômage partiel, sur la partie prêt, on a effectivement les reports d'échéances de prêts auprès des banques. Nous avons travaillé avec la BPI sur les PGE et puis d'autres prêts à tout. On a 2 combats aujourd'hui, que sont les assureurs et les bailleurs. Alors, les assureurs, on est dans le cadre de contrats privés, donc je vois mal l'État réussir à faire plus en termes de contraintes par rapport aux assureurs que ce qu'ils font aujourd'hui. Il faudrait à minima que les assureurs jouent le jeu sur les pertes d'exploitation qui sont prévues contractuellement parlant. Nous, ça représente à peu près un tiers de nos restaurants où normalement cette perte d'exploitation devrait être prise en compte. Donc là, on fait comme un certain nombre de restaurateurs et on va assigner nos compagnies. Et concernant les bailleurs, on a 2 populations de bailleurs différents, puisque nous, on a des bailleurs publics, on a un certain nombre de concessions.
où là, les bailleurs publics jouent plutôt bien le jeu. Ils n'ont pas forcément possibilité d'offrir des loyers, entre guillemets, mais ça risque de se compenser avec des années de concessions qui vont se rajouter, etc. Le plus dur étant les bailleurs privés. Mais là, sur les bailleurs privés, c'est vrai qu'on a une position, nous, relativement forte, qui est une position d'ordre juridique, où on fait jouer un certain nombre de clauses. Et nous, on estime effectivement que durant cette fermeture administrative, les loyers ne sont pas dus. Donc ça, c'est notre postulat de base. Et on estime également que si on souhaite continuer à avoir une collaboration pérenne et vertueuse avec nos bailleurs, il va falloir qu'ils nous accompagnent au niveau de la réouverture, parce que sinon, Bernard parlait tout à l'heure de 25% de gens qui risquent de partir en faillite. Malheureusement, je vois mal comment ce serait moins. Et donc, ça veut dire 25% de bailleurs qui vont se retrouver sans locataire, et qui vont devoir attendre, à mon avis, quelques mois ou quelques années pour pouvoir retrouver des locataires dans les conditions qu'ils avaient avant. Donc, on a tout intérêt à se mettre autour de la table et à essayer de trouver des systèmes soit d'indexation au chiffre d'affaires, soit de reprise progressive, parce que sinon, ça va être relativement compliqué. Une chance, et moi je tiens à le dire, dans notre secteur, dans notre malheur, on a quand même une chance, c'est que je ne pense pas qu'il y ait un secteur plus fédéré aujourd'hui et plus médiatisé que celui de la restauration. On s'en parlait l'autre jour, Sandra, je te disais, moi j'ai une copine qui est dans la culture, qui me disait, mais c'est incroyable, sur tous les réseaux sociaux, vos syndicats professionnels prennent la parole, vous êtes fédérés, il y a des webinaires dans tous les sens, il y a des conventions, il y a des conférences, il y a des prises de parole, il y a des tribunes collectives dans les journaux. Elle me dit, dans la culture, il n'y a aucun syndicat professionnel qui a pris la parole, ou quasiment pas. Ils sont inaudibles, ils ne tirent pas dans le même sens. Nous, on travaille, Paris Society, de manière extrêmement rapprochée avec le GNI et Didier Chenet, avec qui je m'entretiens régulièrement, qui va au combat tous les jours avec Pénicaud et avec le maire. Je l'ai eu encore au téléphone vendredi dernier, où il me disait que sur le chômage partiel, il souhaitait aller plus loin et faire passer les congés payés dans la prise en compte du chômage partiel. Ils se sont battus pour qu'on puisse avoir un chômage partiel individualisé et non pas commun à l'ensemble des collaborateurs, pour pouvoir sortir certains collaborateurs et pas d'autres du chômage partiel. Donc, ils font énormément de choses. Et ça, je pense que c'est vraiment une force. Ensuite, sur les nouveaux dispositifs, il y en a un certain nombre qui vont être mis en place. Il y a un fonds d'investissement restauration qui a été validé. C'est la BPI qui devrait le piloter. Ça va permettre d'accompagner un certain nombre d'hôteliers et de restaurateurs, non pas en prêt, mais pour le coup en capital. Donc, avec soit des actions, soit des obligations pour éviter que pour refaire les capitaux propres et éviter que ça alourdisse les dettes de nos établissements. Olivier Bertrand a proposé la TVA à 5,5. On aimerait tous. A priori, c'est plutôt un doux rêve parce que l'Europe devrait être mêlée à tout ça en termes de décision et de ce que j'ai compris, le 10% est déjà le taux réduit en France, donc ça paraît compliqué. L'Allemagne l'a fait, a remis pour 12 ou 18 mois un taux réduit, mais parce que la restauration n'était pas encore au taux réduit en Allemagne. Et concernant la reprise, écoute, on y va avec beaucoup de prudence. On n'appréhende pas ça avec beaucoup d'impatience. Et comme Serge, nous, on se dit plus tard, on réouvrira. Meilleures seront les conditions de réouverture. Moi, les établissements qu'on pilote aujourd'hui chez Paris Society, les restaurants que j'ai cités, c'est entre 60 et 100 collaborateurs. Chez Coco, ma cuisine fait 400 mètres carrés. J'ai 35 cuisiniers à travailler. Le jour où je réouvre, je ne peux pas en mettre 4. Le jour où je réouvre, j'ai un niveau de charge fixe qui est excessivement haut et je crains à coup sûr de ne pas réussir à atteindre les seuils de rentabilité. Et autant aujourd'hui, on peut se dire que nos économies sont à peu près protégées, hormis la charge loyer qu'on décide de payer ou pas payer, et puis on verra après ce qu'il en est en termes de dette et si on arrive à
à une réussite par rapport à ces négociations-là avec des bailleurs. Mais ma vraie crainte, moi, c'est le jour où on va réouvrir, parce que même Paris Society, aussi gros que nous sommes, si jamais on fait 3 mois à 20% de taux de remplissage et les 3 mois qui suivent encore à 40 ou 50% de taux de remplissage, et ben le groupe sera plié. Donc, on est extrêmement prudent. On se pose les mêmes questions que tout le monde sur le fait de se réinventer. Et si on faisait de la vente à emporter, et si on faisait du pick and collect, sauf qu'étant donné que les clients viennent pas chez nous uniquement pour l'assiette et qu'on n'a pas une identité food très forte, on se dit que ça va être un peu compliqué. Donc, on est prudent là-dessus. On pense diversifier notre développement, non pas dans nos métiers, mais peut-être dans nos modèles. Jusqu'ici, on investissait cher dans des fonds de commerce ou dans des concessions. On se dit qu'on a des marques qui sont fortes et qu'on pourrait aller sur du contrat de management, sur de la licence de marque, pour continuer à développer nos marques, notamment au travers d'hôtels. On est confiant sur l'avenir, mais il va y avoir quelques mois, à mon avis, dans lesquels on va être beaucoup plus dans le dur que ce qu'on est aujourd'hui. Et on est également ultra confiant sur nos collaborateurs. Et ça, je tiens à le dire, parce que même si c'est l'État qui nous permet cette mise en place du chômage partiel, on a eu des centaines de messages de soutien de nos équipes, nous remerciant d'avoir protégé leur emploi. On a eu beaucoup de messages d'équipe. On n'avait pas prévu, nous, board d'action solidaire. Et ce sont nos équipes de cuisine qui nous ont poussés à mettre en place un certain nombre d'actions, qui sont revenues en cuisine, qui nous ont contraints avec joie à amener de la livraison auprès des hôpitaux. Et puis là, on est en partenariat avec le Réfectorio en ce moment sur Paris pour les personnes défavorisées. Donc voilà, il y a, je trouve, une solidarité dans notre secteur qui est incroyable, qui se voit dans les médias et qui se ressent par le terrain. Et moi, c'est ce qui me donne confiance. Et justement, enfin, tu vois, et c'est vrai, j'ai vu la communication sur ces initiatives et franchement, elles sont top. Hein. Il y a beaucoup de messages de Paris Society là-dessus et c'est vraiment top. Et il y a une question de Sarah par rapport à ta première partie qui dit, voilà, sur la stratégie de Paris Society, est-ce que leur plan sur 3 ans va s'adapter à la situation et les changements qui en découleront? Et si oui, peut-on envisager de se diversifier vers d'autres activités? Ça, t'en as parlé. Mais voilà, est-ce que aujourd'hui, vous avez quand même quelques perspectives de reprise, de comment ça va se passer? Est-ce qu'on va modifier nos plans de développement sur les 3 prochaines années? Oui, on en est contraint. On en est contraint parce que ma vraie crainte, on avait une quinzaine de dossiers en cours en termes de développement. On en a mis 2 en stand-by complet. Les autres continuent et sont sur 2021-2022. Aujourd'hui, on est assez inquiet sur nos capacités à lever de la dette pour financer ces projets qui sont engagés, qui sont des gros projets très ambitieux de développement à l'international et dans d'autres villes en France. Donc, on a toujours eu un ADN extrêmement fort de développeurs chez Paris Society, autant que d'exploitants, voire peut-être plus encore de développeurs. Et c'est vrai que c'est ce développement qui nous nourrit dans l'expérience qu'on amène à nos clients. Aujourd'hui, on a beaucoup d'incertitudes et sur la reprise de nos exploitations et sur notre capacité à financer notre développement, même si on a un actionnaire qui a 30% de notre capital qui s'appelle Accor. Et pour les groupes qui se développent aujourd'hui, je vous souhaite de bien choisir votre actionnaire parce qu'avoir un actionnaire bienveillant comme Accor l'est aujourd'hui en temps de crise par rapport à nous, ça vaut de l'or. Et je pense que si on avait eu d'autres institutions que je ne citerai pas qui font vraiment du financement pur, on n'aurait pas été aussi bien. Accor nous a permis de boucler une grosse acquisition le 1er avril, en plein confinement.
Et Accor est en train de nous permettre de boucler l'investissement de nos 2 premiers hôtels qui devrait se faire normalement semaine prochaine. Donc, c'est une chance vraiment énorme de les avoir à nos côtés. Mais on se disait justement, on en parlait avec Xavier, puisqu'il est sur l'immobilier commercial, on se disait aussi qu'il va y avoir quand même tout un tas d'opportunités. Alors, parce qu'il va y avoir de belles affaires qui vont être vendues. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même une opportunité pour un groupe qui se développe beaucoup de faire de belles affaires? Est-ce qu'il y a des opportunités sorties de crise? Il y en a toujours eu. Est-ce qu'on aura les moyens de les financer? Je ne sais pas. Je pense qu'il va y avoir quand même énormément de casse, malheureusement, soit chez les petits, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, pas suffisamment de trésor pour tenir, même quelques semaines. Soit chez des chaînes qui avaient déjà depuis longtemps pas su prendre les bons virages et les bonnes décisions et qui ne vont pas réussir à se sortir de la crise. Est-ce qu'il y aura des opportunités sur des emplacements comme on les recherche nous? Je ne suis pas certain. Je pense qu'on a eu une crise sanitaire qui va être suivie d'une crise économique, mais il y a toujours du cash qui circule, il y a toujours des liquidités, il y a toujours des salaires qui sont payés. L'économie pourrait reprendre, je pense, de manière progressive, mais va reprendre. Ce qu'on ignore, et moi, ce qui me fait le plus peur par la suite aussi, c'est en toute logique la crise sociale et la crise politique qui vont suivre. Et je pense qu'on a quelques années devant nous où on va falloir qu'on navigue un peu à vue et qu'on serre les fesses. Ouais. Eh bien, merci Antoine. Merci à vous. Je vais repasser la parole à Bernard. Bernard, écoute, avec tout ce qu'on a entendu, ces bonnes actions, etc., on a besoin aussi finalement de savoir, on va dire, le futur qui nous attend. Et d'ailleurs, on a des questions comme ça sur justement la sortie de cette période, le comportement du consommateur. Donc voilà, donc je te laisse la parole pour nos perspectives. Eh bien, au risque de surprendre, je suis très, très optimiste sur les mois à venir. Alors, ça va étonner Antoine par rapport à ce qu'il vient de dire. Mais cela dit, Antoine est dans une société un peu particulière qui a beaucoup d'événementiels. Alors, l'événementiel, je ne suis pas optimiste pour l'événementiel parce que l'événementiel, ça va être un peu compliqué pendant quelques mois. Je parle là de la restauration de particuliers. Pourquoi je suis optimiste? Pour 2 raisons. Et il ne faut pas qu'on oublie que nous nous sommes toujours relevés des crises que nous avons traversées et elles ont été nombreuses. Je vous rappelle uniquement les crises qui ont impacté la restauration. La vache folle, on s'est effondré et on est remonté. 2008, crise financière et économique, les restaurants étaient complètement vides parce qu'on n'avait plus d'argent pour aller au restaurant et on est remonté. Les attentats du 11 septembre qui nous ont un peu touchés, les attentats de 2015 qui nous ont énormément touchés, puisque c'était les restaurants qui étaient visés avec leurs terrasses et leur intérieur. Et à chaque fois, on s'est relevé. Donc, c'est la première raison pour laquelle je suis optimiste, parce qu'on va se relever de cette crise. Et la deuxième raison, qui est la conséquence de la première, c'est que les Français font partie des quelques pays dans le monde, il n'y en a pas beaucoup, qui ont un affect hyper important pour la sortie au restaurant, qui est un moment de convivialité, de partage et de fête. Et je ne crois pas un seul moment que les Français, que les consommateurs, que les habitants de ce pays vont bouder les restaurants, vont bouder leurs sorties sous prétexte qu'il y a des risques sanitaires. Franchement, je mesure mes mots et franchement, je n'y crois pas. Alors c'est pourquoi je propose aujourd'hui de profiter de ce break forcé, parce qu'on nous a bien forcés pour s'adapter, pour se réinventer, pour innover et pour aller chercher du chiffre d'affaires ailleurs, sur d'autres moments de consommation, sur d'autres segments, etc., sur 2 axes innovants. Sur l'axe évidemment sanitaire, on va pas revenir dessus, et sur les nouveaux leviers de chiffre d'affaires durable. Alors, parlons de la sécurisation de ses clients et de ses collaborateurs, bien entendu. Je crois que j'entends des trucs complètement dingues, pas aujourd'hui dans cette réunion, mais j'entends des trucs complètement dingues de restaurateurs qui sont en train de me dire, alors en salle, nous on va mettre le masque, on va mettre la visière et on va mettre les gants en salle.
Ben, je lui dis, écoute, t'as qu'à mettre aussi la blouse et on est dans un bloc chirurgical. Je crois qu'on marche sur la tête. Il est hors de question de faire ça parce que le jour où on fait ça dans les restaurants, mais c'est la mort du restaurant parce que les gens ne voudront pas rentrer dans un hôpital pour faire la fête. Il y a un truc qui va pas bien. En revanche, ce que je pense, c'est que oui, il va falloir supprimer quelques tables parce que il va falloir s'écarter. On travaille avec des 3 étoiles au guide Michelin qui m'ont dit, bon, ok, moi, j'ai rien à faire. On est déjà espacé. On a 2,50 m entre nos tables. Très bien, touche à rien. Quand je vois qu'il y a certains restaurateurs qui ont commandé des plexis pour nous enfermer à droite et à gauche de la table qui est à droite à gauche, mais ça va pas bien ou quoi. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Manger dans un box, c'est enfermé. Mais attendez, mais qui va vouloir faire ça? En revanche, le paiement, je suis très très inquiet pour le TPE. Plus personne voudra le toucher, ce TPE. Plus personne voudra mettre ses petits doigts pour mettre son code. Alors oui, il y a le sans contact qui est passé de 30 à 50 euros, mais c'est insuffisant. Il va falloir trouver d'autres solutions. Et les autres solutions, on les a. Le paiement par reconnaissance faciale, le paiement par smartphone, ça existe. Alors, c'était déjà dans les tuyaux, il va falloir que ça s'accélère. Les gens ne vont plus vouloir toucher ni un TPE, ni une carte bleue, la filer à quelqu'un qui va la mettre dedans, etc. Sûrement pas. Mais je suis aussi inquiet. Un intervenant en parlait tout à l'heure. Chez McDonald's, avec qui également on travaille, je leur ai dit il y a 15 jours, 3 semaines, je leur ai dit, vous avez un gros souci, vous, avec vos bornes. Ils me disent, ah bon, pourquoi? Mais qui va vouloir toucher la borne que plein de gens ont touché avant moi, quoi? Parce que c'est des bornes tactiles magnifiques. Donc la borne n'a pas beaucoup d'avenir devant elle. Ils le savent. Alors, ils vont vite transformer la borne telle qu'on la voit chez McDo en borne qui est notre téléphone. C'était ça qui était prévu dans les tuyaux à 2-3 ans, mais ils vont accélérer le système. Le menu qu'on tient dans les mains, les consommateurs, ils vont vite comprendre que ce menu est vachement plus contaminé que la porte des toilettes. C'est normal. Il y a plus de clients qui tiennent un menu que de clients qui vont aux toilettes. Donc, il va falloir trouver des solutions, mais des solutions qui existent déjà. Il y a des startups qui ont déjà dématérialisé le menu sur notre téléphone. Il y a les menus jetables, mais ça existe aussi. Enfin bref, le menu, à mon avis, est voué à disparaître. Et puis, je suis vachement inquiet aussi au niveau de la sécurité sanitaire, puisqu'on est dans ce bloc-là, pour les hôtels. N'oublions pas que les hôtels, ils ont leur buffet de petit-déj. N'oublions pas qu'il y a beaucoup d'hôtels qui ont des buffets tout court. Je pense à des grands groupes, Louvre-Hôtel avec les Campanile, même Ibis, etc. Mais il n'y a plus personne qui va vouloir s'approcher d'un buffet qui n'a plus de protection, d'ailleurs, au grand bonheur des consommateurs, qui s'approchaient très près, qui se servaient, qui éternuaient, et qui se servaient même les petits croutons dans la soupe à la main, comme ça, allons-y, comme ça, mais ça, plus personne va vouloir le faire. Donc, je suis vachement inquiet pour les hôtels qui ont des buffets, je suis vachement inquiet pour le Club Med, j'en parlais avec eux, je suis vachement inquiet pour les buffets chinois que tout le monde connaît. Ces gens-là vont devoir obligatoirement se réinventer. Ok, ça c'est le levier sécurité. Donc pas d'hôpital, on est bien d'accord. Et puis après il y a un nouveau levier de chiffre d'affaires. Alors oui, le click and collect, oui, la livraison, ok. Bon, moi j'ai jamais cru. D'ailleurs, les consommateurs pendant cette période de confinement ne souhaitent pas avoir de contact ni en click and collect ni en livraison. Elles vivotent, elles marchent, etc. Mais par contre, on a mis en place chez certains de nos clients des innovations du type le drive sans drive. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là. J'ai dit à des restaurateurs avec service à table et même à un 2 étoiles au guide Michelin qui se trouve dans l'Est de la France, pourquoi tu ne fais pas venir des voitures chez toi, devant chez toi, qui se garent, tu vas leur mettre dans leur coffre des entrées, des plats et des desserts avec une petite bouteille de vin, une petite fiche explicative à quel moment je réchauffe les légumes, à quel moment je mets la sauce, enfin bref, c'est pas McDo, c'est le truc hyper classe, etc. Ils l'ont fait. Le gars me dit qu'il fait 80 plats par jour qui sont chargés dans des coffres. C'est complètement dingue, ça marche. Autre idée qu'on a mis en place, qui est une idée déjà que des chaînes avaient déjà fait, c'est la dark kitchen à l'intérieur d'un resto. Oui, il y a des dark kitchens, des restaurants fantômes qui prolifèrent un peu partout dans le monde et même en France. Mais j'ai expliqué à des restaurateurs, tu as une cuisine. Pourquoi dans cette cuisine, tu ne ferais pas autre chose que ton positionnement? Et d'ailleurs, il y a un précédent, Sushi Shop a lancé à l'intérieur de ses Sushi Shop une gamme de pokés. Le consommateur ne vient pas pour des pokés chez Sushi Shop. Les pokés sont uniquement pour la livraison, même pas pour la vente à emporter. Bref, le consommateur ne vient pas sur place. Et c'est totalement transparent parce que quand vous allez sur la plateforme Deliveroo,
bah, vous avez un acteur qui s'appelle Poké, je sais pas quoi, Pokai d'ailleurs, il s'appelle comme ça, et qui fait des pokés pas loin de chez moi. Bah, je commande mes pokés, puis ça arrive. Je me pose pas la question, il est où ce restaurant? Voilà. Donc ça, la dark kitchen à l'intérieur d'un resto, c'est vraiment un axe très intéressant. Je pense aussi que les restaurateurs, mais de tous bords, les chaînes, les groupes, les indépendants, les étoilés, devraient sérieusement zioter les hôtels qui se trouvent autour d'eux, parce que beaucoup d'hôtels avec qui nous sommes en contact sont très très inquiets sur la reprise au niveau de la restauration. Alors les hôtels bureaux, eux, ils se posent pas de questions parce qu'ils en ont jamais eu, mais ceux qui ont de la restauration se disent qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'abandonne pas la restauration? Est-ce qu'on n'arrête pas la restauration? C'est trop galère, on gagne pas d'argent, ça bouffe la rentabilité de l'hébergement, enfin, on connaît bien le problème. Et je me demande si les restaurateurs ne devraient pas se rapprocher des hôtels en disant est-ce que vous voulez qu'on s'occupe de votre restauration pour votre clientèle qui est hébergée le soir? Ça s'appelle être un traiteur tout simplement. Donc le restaurateur pourrait développer une offre traiteur. Et dernière petite idée qui est pas à nous, qui est une idée géniale qui vous a pas échappé, qu'a eu Burger King. Burger King a dit oh, les fans de Whopper doivent être très malheureux en ce moment, ils ne peuvent pas manger de Whopper. Alors, mesdames et messieurs les fans de Whopper, on va vous proposer la chose suivante. On va vous établir la recette du Whopper et on va demander à Uber Eats d'aller chez Carrefour vous faire la liste des courses qu'il faut faire pour un Whopper et on va vous expliquer pour faire un Whopper à la maison. Génial. Vous vous rendez compte, on monte une opération à 3, l'enseigne, un distributeur et un livreur. Fantastique. Mais cette idée-là, on l'a répercuté à 3 établissements bistronomiques dans Paris et un autre à Bordeaux, à qui on a dit exactement de faire la même chose. On dit, toi, tu es super bon au niveau de tes plats. Pourquoi tu ne proposerais pas à tes clients de faire la même recette chez eux avec une liste de courses, non pas qui vient de chez Carrefour ou de chez Auchan, bien entendu, mais qui vient d'un circuit court avec ses propres fournisseurs, son boulanger, son primeur, etc. Et ça fonctionne, les gens adorent. Regardez le carton que fait Cyril Lignac sur ses recettes qu'il fait tous les soirs. Vous avez vu un peu le nombre de monde qui regarde ça pour refaire la recette en même temps que lui. Et c'est des recettes simples. Donc les gens adorent qu'on leur rende ce service-là. Donc on est vraiment aujourd'hui sur une période d'innovation. Et je le répète, je suis très très optimiste parce que je pense franchement, et on en reparlera si vous voulez, allez, si on ouvre le 15 juin, on en reparle le 15 juillet ou même le 15 août. Vous voyez, vous allez voir, on constatera qu'en fin de compte, le monde est revenu dans les restaurants, ils ont envie de faire la fête, ils ont envie de boire des coups, et bref, ils ont envie de faire la fête. Écoute, merci Bernard. Ça me fait une transition. Justement, qu'on fera un deuxième webinaire sur la restauration. Passer la crise en se disant justement comment on se réinvente encore, mais pour plus loin, tu vois. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, ben voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Je remercie beaucoup nos intervenants, Serge, Antoine, Claude, Emmanuel, toi Bernard et Inès, et particulièrement Inès qui est intervenue, mais aussi qui a préparé ce webinaire avec moi. Donc voilà, merci Inès. Et je n'oublie pas notre Françoise qui participe à tous les webinaires et qui nous aide à chaque fois à vous retrouver, vous anciens, à justement vous interviewer, vous questionner sur vos attentes, vos besoins, etc. Et j'ai une pensée particulière pour Céline Cros, qui a le restaurant Le Passage à Paris, qui m'a accordé beaucoup de temps et qui a partagé avec moi justement toutes ces interrogations. Donc j'espère, Céline et tous les autres, on a répondu à vos questions. Je vais voir en attendant quelques petites questions, mais aussi sachez voilà, que vous pouvez rester en contact et que vous devez rester en contact avec nous parce que suite à ce webinaire, on a décidé tout un tas d'actions dont on va parler après Xavier, mais aussi et surtout de mettre les idées, les documents. Bernard, tu m'as parlé de start-up qui étaient qui sont hyper intéressantes et qui peuvent être utiles pour nos anciens. Donc voilà, je n'hésiterai pas à mettre les coordonnées de ces startups dès que tu me les transmettras, et je pense que ça peut vraiment être voilà, très utile. Alors, j'ai une petite question. Ah oui, par rapport à toi Bernard, quelles sont les alternatives des masques et des gants pour protéger les collaborateurs? Bah oui, si on est en salle et que finalement on ne se met pas la visière, etc. Donc on a une question là-dessus. Bah, c'est très très simple. Moi, je pense qu'il est hors de question de mettre des gants parce que les consommateurs vont pas aimer ça. Un masque, oui,
Il faudra voir. Je préférerais un masque en tissu brandé avec la marque devant, là, ce serait beaucoup plus convivial. Par contre, il va falloir qu'on fasse gaffe aux cuisines ouvertes, qui ont été tellement adorées ces dernières années par tout le monde, etc. Et maintenant qu'elles sont ouvertes et qu'on ne va pas les refermer, j'espère, il va falloir faire gaffe à ce qu'on montre aux consommateurs et la façon dont on bosse. Alors ça, c'est clair qu'en cuisine, il va falloir des gants, il va falloir des masques, il va falloir vraiment qu'on fasse gaffe à ce qu'on montre en cuisine. Attention. Je pense à un concept que vous connaissez peut-être, qui est vraiment le summum du spectacle en salle et en cuisine, qui s'appelle Balagan. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce restaurant. Allez voir des vidéos de ce restaurant. C'est la fête de la bouffe, quoi. Les cuisiniers qui sont devant vous cuisinent pour vous, vous servent, vous prennent votre commande, vous accompagnent en vous disant: est-ce que tu veux que je te mette un peu plus de machin, un peu plus de trucs? Ça, à mon avis, ça va être très compliqué de le faire parce qu'il y a trop de proximité. Ils font ça sans gants, etc. Ils donnent même sa main comme ça. Il dit: t'as qu'à manger dans ma main, tu vas voir. Et la fille ou le gars, elle le fait, quoi. Mais ça, c'est une fête, à mon avis, qu'on ne pourra plus faire. Donc, il faut faire gaffe aux cuisines ouvertes. En tout cas, merci. Moi, j'ai été vraiment ravie d'animer ce webinaire après Hervé la semaine dernière. J'espère que vous nous apportez en tout cas des réponses et des idées. Et je vais passer la parole à Xavier pour la conclusion. Xavier, à toi. Merci Sandra. Merci à tous pour vos interventions. C'était passionnant. Il y a eu beaucoup d'idées. On a bien senti les problématiques des uns et des autres, et on voit qu'effectivement on est dans un monde qui bouge énormément et qui est en pleine mutation. En guise de conclusion pour ce qui a pu être dit, je voudrais juste reprendre quelques phrases qui ne viennent pas de moi mais qui ont été dites beaucoup dans la presse récemment. La première, c'est qu'on est sur une ligne de crête. On marche tous sur une ligne de crête et on ne sait pas trop, elle est relativement fine et on ne sait pas trop ce qui va se passer après, parce que c'est une période sans précédent, on n'a jamais vécu ça auparavant, et donc du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes devant nous, mais en tout cas, on sent qu'il y a toujours un certain enthousiasme de vous tous, donc ça, c'est plutôt positif. La vraie incertitude, je pense qu'effectivement, on ne connaît pas quel sera le modèle de reprise économique. Alors, on a parlé pendant longtemps d'un modèle en V, avec une chute brutale, mais une reprise aussi rapide que la chute a pu être auparavant. Maintenant, on sait que ce modèle-là ne sera plus le cas, puisque la crise est plutôt longue. Donc, on parlait d'un modèle en U. Donc, ce modèle en U, c'est on tombe rapidement, il y a une stagnation en bas qui est relativement longue et une remontée plutôt douce. Là aussi, on a le sentiment que ce ne sera pas le cas, puisque on n'est pas à l'abri de multiples rechutes. Et donc aujourd'hui, on parle d'un modèle en W où on a une chute brutale, il pourrait y avoir des remontées, puis il y a des redescentes, etc. Et on le sent bien d'ailleurs dans tout ce que les pouvoirs publics ont pu dire dans les interventions diverses et variées, que c'est plutôt ce genre de schéma-là auquel il faudrait se préparer. Il y a une autre phrase que j'ai entendue lors d'un autre webinaire et que je trouve assez bien, qui résume assez bien la situation aussi. C'est que c'est pendant les crises que les succès se font et se défont. Et on le voit bien, il y a tout à réinventer aujourd'hui. Il y a il y a des startups qui vont certainement bénéficier de cette crise-là, notamment celles qui sont axées sur le digital. Bernard, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure. Les menus vont passer en mode digital peut-être plus rapidement que prévu. Mais en tout cas, ça va être un accélérateur de beaucoup d'innovations et c'est plutôt ça qui est encourageant aussi dans notre secteur. Voilà, donc moi c'est ma petite synthèse de tout ce qui a été dit. Pour conclure, je voudrais faire quelques annonces. Donc vous vous souvenez, il y a 2-3 semaines, enfin non, il y a 2 semaines quand on avait fait le premier webinaire, on vous avait annoncé le lancement d'une carte qui allait représenter l'ensemble des entrepreneurs savignacois. Donc cette carte, elle est en ligne. N'hésitez pas à la consulter. Encore une fois, on sait que cette année, les vacances seront franco-françaises. Donc, vous avez cette carte qui est disponible. N'hésitez pas à aller vous rendre dans les établissements des Savignacois. On sait qu'ils auront besoin plus que jamais de votre solidarité. Vous pouvez retrouver le lien de cette carte sur la plateforme Alumni ou sur les réseaux Facebook où on l'a déjà partagé. Donc, si on prend par exemple l'établissement de Claude Emmanuel, donc il est ici, je pense, voilà, c'est ça. Vous avez l'EDT sur le côté qui est le gérant de l'établissement et vous pouvez directement retrouver les informations sur le côté de cet établissement.
Donc, elle est mise en place, elle est en ligne, donc n'hésitez pas à la consulter. On va lancer aussi, et ça, c'est un geste fort que le Club Savignac souhaite faire auprès de tous les entrepreneurs, vers les entrepreneurs en tout cas. Nous allons lancer, elle est déjà en ligne, vous pouvez déjà la prendre, la cotisation solidaire à 1 euro pour tous les entrepreneurs savignacois qui ne sont pas encore adhérents au Club Savignac. Donc, l'objectif de cette cotisation, c'est de vous permettre à vous tous d'avoir accès à la plateforme, notre plateforme et au réseau, et de profiter un maximum de cette plateforme pour pouvoir vous épauler pendant cette crise. Donc, vous avez besoin de recruter. On espère que vous aurez besoin de le faire bientôt. Vous pourrez poster des annonces. On créera régulièrement aussi des points de rencontre en mode workshop à quelques-uns pour discuter de thèmes beaucoup plus précis, pour pouvoir vous épauler sur des thèmes bien particuliers. On va mettre en place à votre disposition un pool d'experts qui sera là aussi pour entendre vos problématiques et pouvoir apporter déjà des premières réponses. On a déjà une assistance juridique qui est en place, donc si vous avez des problématiques juridiques, notamment au niveau social, cette aide juridique est déjà en place, vous pouvez contacter l'avocate avec qui on travaille. Nous allons travailler prochainement aussi avec une psychologue du travail, Isabelle Barret, qui est une intervenante aussi à l'école de Savignac, donc beaucoup connaissent. Si vous avez besoin d'une expertise sur l'évaluation des fonds de commerce, nous pourrons mettre aussi cette expertise à votre disposition et on fera grossir ce pool d'experts au fur et à mesure de vos besoins. Voilà, ça c'est une chose qui va être mise en place dans les tout prochains jours. Et comme l'a précisé Sandra tout à l'heure, il y a aussi une boîte à outils donc, qui sera mise en place afin de mettre à votre disposition tout un tas de documents, de données, de méthodes de travail qui pourraient vous aider à surmonter cette phase difficile. Le prochain webinaire, donc nous avons en fin de semaine, donc il y a un webinaire qui est mis en place spécifiquement pour les étudiants de l'école de Savignac. Il y a beaucoup qui vont être diplômés cette année ou qui sont jeunes diplômés et qui rentrent dans un monde du travail qui est en totale mutation, donc ils peuvent aussi se poser beaucoup de questions sur leur avenir. Donc on met en place un webinaire à leur destination pour pouvoir voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent profiter de cette crise pour se différencier. Le jeudi 14, nous organisons un autre webinaire qui sera sur l'hôtellerie, donc en pause ou au cœur de l'action, qui sont les clients de demain. On aura l'intervention notamment de Olivier, qui fait partie de Inextenso TCH. Ça, ce sera les prochains webinaires. Il y aura d'autres webinaires qui seront mis en place, bien sûr. On vous tiendra au courant sur les différents thèmes. N'hésitez pas à nous solliciter pour les thèmes que vous souhaitez voir que l'on organise. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Donc, il a été enregistré. Vous pourrez le retrouver sur tous les réseaux sociaux, peut-être ce soir ou demain, et également sur la plateforme Alumforce. Donc, le site internet, c'est alumni.écoledesavignac.com. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Merci à vous tous. J'espère que vous allez tous bien et j'espère aussi qu'on va tous avoir l'occasion de se revoir bientôt autour d'un verre ou dans un restaurant. Donc, merci à vous tous et très bonne soirée. Au revoir.